Mesdames et messieurs, en vos rangs et qualités, tout protocole observé, je suis contraint de m'adresser à vous via les prouesses de la technologie parce que actuellement même en mission aux côtés de notre ministre de tutelle, et cela sur instruction du recteur. Pour avoir accompagné Éducation dans les préparatifs de ce symposium, j'aurais aimé être là physiquement ce matin, mais Dieu sait pourquoi il fait certaines choses ainsi. Je voudrais donc particulièrement remercier tous les membres d'Éducation à travers leur DG, M. Ulrich Vital Ahotonji. Ce sont eux qui nous réunissent ce matin à travers ce symposium. Je voudrais également remercier les collaborateurs qui me permettent de m'adresser à vous via cet enregistrement. Il s'agit notamment de M. Germain Fanou et de M. Ishak Cheou. De toutes les façons, c'est aussi comme ça que se matérialise le e-learning. Communiquer malgré la distance ou en dépit de son absence. Éducation me fait l'honneur de présenter la communication inaugurale de ce symposium qui intervient donc dans le cadre de ces 10 ans d'existence. Le sujet de la communication est libellé, comme vous pouvez le voir, ainsi qu'il suit. Contribution des médias à la reconquête d'une identité culturelle africaine pour un développement viable. La problématique d'un tel sujet paraît claire. Nous sommes inondés par les médias modernes comme traditionnels d'informations culturelles et scientifiques aliénantes parce que vantant à tout propos la supériorité des autres civilisations sur celles africaines. Les mémorables travaux d'éminents chercheurs tels que Martin Bernal, Walter Rodney, Chancellor Williams, Oswald Spengler, Ivan Van Sertima, George James ou encore Cheikh Anta Diop n'ont toujours pas permis à l'Africain de renouer avec sa conscience historique, de manière qu'aujourd'hui, avec l'imprégnation médiatique, il cherche à être tout le monde sauf lui-même. Le prétexte de la tension vers l'homme universel, la science universelle, la culture universelle, le conduit à justifier l'inopportunité d'un recentrage culturel et identitaire qui pourrait le particulariser, l'identifier comme étant un Africain. L'identité culturelle africaine se meurt ainsi et les plus jeunes ne sont guère aidés dans une éventuelle quête identitaire par les médias qui sont des vecteurs puissants d'éducation implicite. Mais en vérité, de quelle identité culturelle parle-t-on? Comment peut-on l'appréhender? Comment les médias dont on ne peut plus se passer peuvent aider à la reconquérir en vue d'un développement plus intrinsèque et viable de nos pays africains? Je vous propose une communication en 2 parties. Dans la première partie, par le truchement du modèle diopien de l'identité culturelle, j'exposerai les contours de ce concept qui englobe plus d'éléments qu'on ne l'imagine. La deuxième partie va montrer l'influence des médias dans notre quotidien et comme ils doivent être un adjuvant de la promotion de l'identité culturelle au service du développement. Évoquons donc le modèle diopien de l'identité culturelle. On retrouve ce modèle dans l'ouvrage de Cheikh Anta Diop intitulé « Civilisation ou barbarie, anthropologie sans complaisance ». Il y postule que l'identité culturelle d'un individu est fonction de celle de son peuple. Il faut donc définir l'identité culturelle du peuple qui s'appréhende à travers les comportements de la personnalité collective qui elle-même se forme à travers 3 facteurs. Le facteur historique, le facteur linguistique et le facteur psychologique.
Que pouvons-nous retenir du facteur historique? Pour Cheikh Anta Diop, le facteur historique est, je le cite, le ciment culturel qui unit les éléments disparates d'un peuple pour en faire un tout par le biais du sentiment de continuité historique vécu par l'ensemble de la collectivité. L'élément qu'il nous semble important de retenir dans cette approche du facteur historique est le sentiment de continuité historique qui confère à l'individu une conscience historique. Quelle est, à ce propos, la conscience historique culturelle des Africains que nous sommes aujourd'hui? La question mérite d'être posée car il est de notoriété publique que l'école africaine, surtout celle dite francophone, n'a transmis jusqu'à maintenant qu'une histoire falsifiée de l'humanité et de l'Afrique. Notre connaissance de l'histoire de l'Afrique va très rarement au-delà des grands empires. Pourtant, nous pouvons remonter bien plus loin encore pour véritablement appréhender ce que Cheikh Anta Diop appelle le sentiment de continuité historique que nous confère la conscience historique. Le premier livre publié par Cheikh Anta Diop, Nation nègre et culture, a pour sous-titre De l'Antiquité nègre égyptienne aux problèmes culturels de l'Afrique noire d'aujourd'hui. Ce sous-titre, très souvent oublié, est interpellant parce qu'autant il nous connecte à notre passé égypto-nubien que nous ignorons trop souvent, autant il nous ramène aux problèmes culturels de l'Afrique aujourd'hui. Par exemple, à la lecture de l'ouvrage intitulé L'unité culturelle de l'Afrique noire, qui a pour sous-titre Domaine du patriarcat et du matriarcat dans l'Antiquité classique, Cheikh Anta Diop nous fait constater que l'Afrique est un peuple matriarcal qui s'ignore. La compréhension de certains faits culturels échappe à l'Africain d'aujourd'hui, complètement déformé par la préance de l'européocentrisme à travers lequel il analyse tout. Prenons concrètement 3 faits culturels et réapprécions-les succinctement à l'aune de l'approche culturelle originelle. Je vous propose à cet effet le phénomène de la circoncision, que je mets en parallèle à celui de l'excision, et le phénomène de la notion d'enfant illégitime. À propos de la circoncision et de l'excision, c'est assez ahurissant qu'au niveau des hommes africains, je vais parler des hommes de sexe masculin, aujourd'hui et pour longtemps encore, on conçoive sans sourciller qu'ils soient circoncis et qu'on ait en horreur l'idée de la circoncision chez les femmes, plus précisément dénommée excision. Bien entendu, si l'on ne sait plus comment se pratiquait l'acte médical de la circoncision féminine à l'origine, et si l'on n'en connaît plus sa signification cosmologique, il est normal que la propagande contre l'excision soit toujours vive. Si l'homme et la femme sont réellement égaux, on ne peut accepter la circoncision masculine et rejeter celle féminine. Malheureusement, avec le temps, le sens cosmologique de ces actes médicaux a été perdu et la circoncision de la femme est désormais perçue comme un acte de mutilation puni par les sociétés. Dans Nation nègre et culture, Cheikh Anta Diop nous rappelle le sens historique et cosmologique de la circoncision et de l'excision. Je le cite, « La circoncision ne trouve une interprétation intégrée
dans une explication générale de l'univers, c'est-à-dire une cosmogonie, que chez les nègres. En particulier, la cosmogonie Dogon que rapporte Marcel Griaule dans Dieu d'eau nous apprend que la circoncision, pour avoir tout son sens, doit être accompagnée de l'excision. Ces deux opérations ayant pour but de retirer à l'homme ce qu'il a de femelle et à la femme ce qu'elle a de mâle. Une telle opération vise à faire triompher les caractères d'un des sexes chez un être donné. Selon la cosmogonie Dogon, l'être qui vient au monde est, dans une certaine mesure, androgyne, comme le premier Dieu. Tant qu'il conserve son précieux ou son clitoris, masculinité et féminité sont de même force. Il n'est donc pas juste de comparer l'incirconcis à une femme. Il est, comme la fille non excisée, à la fois mâle et femelle. Si cette indécision où il est quant à son sexe devait durer, l'être n'aurait aucun penchant pour la procréation. Ce sont donc des raisons diverses qui expliquent la circoncision et l'excision. Nécessité de débarrasser l'enfant d'une force dite mauvaise, nécessité pour lui de payer une dette de sang et de verser définitivement dans son sexe. Fin de citation de Cheikh Anta Diop qui lui-même reprenait des morceaux de Marcel Griaule dans son ouvrage Dieu d'eau. Ce texte instructif de Cheikh Anta Diop nous renseigne bien sûr le sens originel de l'acte de circoncision. Du reste, à l'annexe de l'excellent ouvrage de Saliou Kanji et Fatou Kiné Camara, à savoir l'union matrimoniale dans la tradition des peuples noirs, se trouve une communication de Saliou Kanji dont le titre est très évocateur. Sa communication est titrée comme suit: l'excision, de la circoncision négro-pharaonique à la clitoridoectomie semi-orientale des sources traditionnelles islamiques. Dans cette communication tenue au musée de la femme à Gorée au Sénégal, le 8 mai précisément 1999, Saliou Kanji nous rappelle ce qui suit. Je le cite: sur le plan socio-culturel, l'objectif visé dans la circoncision, par-delà la spécification sexuelle, c'est l'établissement de rapports harmonieux entre la femme et l'homme et par voie de conséquence, la construction d'une société plus juste, plus solidaire. Rappelons que, dans la tradition, les jeunes gens, garçons et filles, étaient mutuellement informés dans le détail de la nature et de la finalité de l'opération que subissaient les uns et les autres. Sur la base de la stricte égalité entre les deux sexes et par respect scrupuleux du principe du parallélisme de forme, on coupera le sommet du prépuce chez le garçon, le sommet de la membrane chez la fille. Saliou Kanji montre par la suite comment cette circoncision féminine négro-égyptienne et africaine est devenue, dans la tradition sémito-orientale, une clitoridoectomie qui peut en effet être considérée comme un acte de mutilation et qui par la suite a été réintroduite en Afrique subsaharienne. Il est opportun de rappeler ici, à toute fin utile, que déjà vers moins 2800, moins 2700 environ, nos ancêtres négro-égyptiens avaient une maîtrise complète du corps humain et appréhendaient parfaitement le rôle particulier du clitoris dans le plaisir féminin. Il est donc difficile d'admettre qu'en ce moment où l'égalité homme-femme était une réalité,
qu'on puisse songer à priver la femme au détour d'une mutilation de son droit au plaisir sexuel. Médicalement, il était déjà inventé le scalpel, le bistouri, le stéthoscope et autres instruments de pratique chirurgicale, comme nous le révèle le mur médical de Kom-Ombo, ainsi que toutes les preuves apportées par le médecin martiniquais Kouadou Fernando Bacholo dans son livre L'Afrique noire, berceau de la médecine et de la chirurgie. L'opération médicale de la circoncision féminine consistait, comme le rappelle Saliou Kanji, en une coupure du sommet de la membrane du clitoris, alors que celle de la clitoridoextomie consiste en une ablation totale du clitoris, qui est à la fois un acte de mutilation, mais aussi de chosification. Quand on appréhende mal ces phénomènes culturels, il est facile d'emboucher la trompette du barbarisme culturel qu'on tente d'imposer à l'Afrique. Or, comme le montre Cheikh Anta Diop dans son livre Civilisation ou barbarie, anthropologie sans complaisance, quand on connaît la vérité historique, on réalise que la barbarie civilisationnelle n'est pas du côté de l'Afrique. Quant à la notion d'enfant illégitime, le chapitre 3 de l'ouvrage évoqué tantôt, à savoir celui de Saliou Kanji et Fatou Kiné Camara, l'union matrimoniale dans la tradition des peuples noirs, ce chapitre 3 édifie à suffisance sur l'incongruité de la notion d'enfant illégitime en Afrique noire. On peut lire, dès l'entame du chapitre, ceci. Le sort et la respectabilité d'un enfant ne sont pas à la merci d'un père géniteur, libre de lui offrir ou de lui refuser un nom, une respectabilité, une légitimité. Que son géniteur ait ou non reconnu sa paternité, qu'il ait ou non épousé sa mère, aucune de ces opérations n'a la plus petite incidence sur le statut de l'enfant. En droit noir, tout enfant est légitime de naissance. Fin de citation. Si la paternité est un acte de foi et la maternité un acte de certitude, c'est bien parce que seule la mère qui met au monde ne peut jamais faire objet de doute pour l'enfant. Le père qui apporte l'élément capital dans la conception de l'enfant ne pose qu'un acte ponctuel, passager. La mère reste la force majeure et déterminante depuis la conception jusqu'à la naissance et bien au-delà durant la vie de l'enfant. C'est la raison pour laquelle Amadou Hampâté Bâ estime que tout ce qu'on a, on ne le doit qu'une fois à son père, 2 fois à sa mère. Cette notion nous permet de constater que l'Afrique d'aujourd'hui est un peuple matriarcal qui s'ignore et dont on perçoit encore les traces du matriarcat. Cheikh Anta Diop nous rappelle que dans les régions africaines où le matriarcat n'a pas été altéré par les influences extérieures, en l'occurrence l'islam ou le christianisme, c'est la femme qui transmet les droits politiques. C'est la raison pour laquelle c'est l'homme qui apporte la dot, alors qu'en Europe, parce qu'ils sont des peuples patriarcaux, c'est la femme qui apportait cette dot. Ce sont les mœurs arabes qui influencent la nomination des enfants. Sinon, on apprend avec Ibn Battuta qu'en 1253, les enfants étaient nommés d'après leur oncle maternel et non leur père. C'est ce que nous rappelle Cheikh Anta Diop. Ces extraits tirés de l'ouvrage de Fatou Kiné Camara et Saliou Kanji, que je me garde de lire in extenso ici pour gagner du temps, montrent que sur toute l'étendue de l'Afrique, il y avait une unité culturelle sur ces questions. Lire les faits
ou les phénomènes culturels à l'aune des réalités occidentales induit immanquablement une mauvaise appréciation. La culture et l'histoire africaine nous laissent remarquer l'absence flagrante de reines chez les Grecs, les Romains, les Perses, etc., alors que ces dernières sont fréquentes en Afrique noire. En plus de la dynastie des Candaces qui a régné au Soudan méroïtique, on peut retracer l'histoire des femmes reines ou des femmes importantes dans des ouvrages comme Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire de Sylvia Cerbin, La femme au temps des pharaons de Desroches-Noblecourt, Les Égyptiennes de Christian Jacques, De la Reine de Saba à Michelle Obama, Africaine, héroïne d'hier et d'aujourd'hui, à la lumière de l'œuvre de Cheikh Anta Diop, de Awa Bokar Littal, autant d'ouvrages qui montrent que la civilisation africaine n'est pas culturellement barbare ou misogyne, mais plutôt humaine et égalitaire. Quant au deuxième point du modèle diopien de l'identité culturelle, à savoir le facteur linguistique, Cheikh Anta Diop nous explique que ce facteur a autant de poids que le facteur historique dans la détermination de l'identité culturelle. En effet, depuis le colloque du Caire en 1974 en Égypte, de nombreux ouvrages produits démontrent l'unité culturelle et linguistique entre les langues d'Afrique noire. En plus des ouvrages précédemment cités de Cheikh Anta Diop, on peut encore mentionner celui écrit au lendemain du colloque du Caire évoqué tantôt, à savoir Parenté génétique de l'égyptien pharaonique et des langues négro-africaines, ouvrage paru aux éditions Présence africaine 1977. On peut également rappeler l'ouvrage de Théophile Obenga, intitulé L'origine commune des Égyptiens anciens, du copte et des langues négro-africaines modernes, introduction à la linguistique historique. Il y est démontré dans ces ouvrages la parenté génétique entre le négro-égyptien et les langues africaines modernes. Autrement dit, la racine de toutes les langues africaines modernes serait vraisemblablement le négro-égyptien. Digui va s'employer à démontrer cette affirmation avec le cas spécifique d'une langue camerounaise dans un ouvrage intitulé Les Bassa du Cameroun et l'Antiquité pharaonique égypto-nubienne, recherche historique et linguistique comparative sur leurs apports culturels à la lumière de l'égyptologie. Kofi Gomez en fera de même avec le Bénin dans un article qu'il a intitulé « Études comparées de l'écriture sacrée du Dahomey et les hiéroglyphes de l'ancienne Égypte ». Ousseynou Ndiaye, dans un ouvrage intitulé « L'Égypte ancienne, l'Afrique et le volcan », nous montre la présence de Ra, ou Ré selon les prononciations, en Afrique, à travers quelques noms de personnes qui sont à rattacher aux négro-égyptiens. Il évoque des noms comme Sankara ou Sankare, Sangare, Sangara, Kabore, Konare, Sira, Sire, Bangara, Bangoura, Sankore, Kamara, Kamere, Ouattara, Tobira, ainsi de suite. Les noms africains portant la racine du mot Ra sont nombreux et très souvent nous l'ignorons, ou du moins nous faisons ce lien. Ces quelques dénominations comportent donc le nom Ra ou Ré, qui signifie en négro-égyptien Dieu soleil. Ces noms sont disséminés
à travers toute l'Afrique et apparaissent comme un indice d'unité linguistique et culturelle. Dans les ouvrages précédemment évoqués, cet exercice que je viens de faire à travers seulement les noms est méticuleusement mené par les auteurs qui montrent que, dans bien des domaines, la connaissance du négro-égyptien éclaire les langues africaines, de même que celle-ci nous permet une meilleure compréhension du négro-égyptien. Quant au facteur psychologique, qui est le dernier, il porte sur la manière dont le noir est perçu ou sur la manière dont il se perçoit. Le sentiment de supériorité ou d'infériorité, l'estime de soi ou l'autoflagellation qu'il peut lui arriver de développer. L'histoire nous apprend que Claude Gallien, qui est un grec philosophe, chirurgien et pharmacien et qui a vécu au IIe siècle après Jésus-Christ, est l'un des derniers Grecs, 6 siècles après Socrate, à consulter les annales de Imhotep. Imhotep qui date d'environ moins 2800 avant Jésus. Bien qu'ayant consulté les annales d'Imhotep, cela ne l'a pourtant pas empêché de proposer à l'humanité la première description négative du noir. C'est en effet lui, Claude Gallien, que de nombreux médecins africains continuent de célébrer, qui le premier a fait une description négative et négrophobe du noir. En l'occurrence, il a estimé que les caractéristiques du nègre le renvoyaient à 2 traits principaux: la longueur démesurée de son sexe et la forte propension au rire. Autrement dit, le nègre est un être hilar au sexe démesurément long. De cette description négative a germé l'imagerie du noir dans la littérature occidentale. Ces identifications caricaturales du noir à partir de quelques traits psychologiques plus ou moins mal dégagés seront poursuivies jusqu'à nos jours. C'est ainsi que la controverse de Valladolid, qui a permis de légitimer l'esclavage, a conclu que les Noirs, contrairement aux Amérindiens, n'avaient pas d'âme. Ils pouvaient par ce fait subir l'esclavage sans que cela soit perçu comme un péché ou un crime. Je reviendrai à condamner le Saint-Esprit qui ordonne aux esclaves par la bouche de Saint Paul de demeurer en leur état et n'oblige pas le maître à les affranchir. Bien évidemment, les épîtres de Paul ainsi que de nombreux textes du Nouveau Testament légitiment l'esclavage. Pourtant, on ne retrouve le mot esclave dans aucune langue africaine. Au Bénin, pour faire cet exercice avec la langue fon, le mot esclave n'existe pas. Le mot messinto, que l'on utilise souvent, ne veut pas dire esclave, mais plutôt serviteur. De même, Fidomingon signifie littéralement enfant chez quelqu'un, donc petit serviteur. Un petit serviteur n'est pas un esclave. Le mot kanoumon, très souvent désigné pour parler d'esclave, n'équivaut pas à un esclave, mais plutôt à un captif, un individu attaché à une corde. C'est ainsi que le mot awankanomon veut dire captif de guerre et non esclave. L'histoire de l'Afrique nous renseigne sur des captifs de guerre qui sont devenus rois. Et cela montre bien que l'esclavage n'a jamais été une pratique culturelle africaine s'il n'est pas porté par les langues. Malheureusement, la perception négative de l'Afrique transparaît dans les titres de nombreux ouvrages. Je vous en propose quelques-uns. Et si l'Afrique refusait le développement
d'Axel Kabou, L'Afrique noire est mal partie ou L'Afrique étranglée de René Dumont, L'Afrique au futur conditionnel de Mathurin Huingpo, Tyran d'Afrique, les mystères du despotisme postcolonial de Vincent Hugues, L'Afrique sans les Africains, le rêve blanc du continent noir de Antoine Glaser et Stephen Smith, etc. Autant d'ouvrages écrits parfois même par des Africains et qui semblent afficher un pessimisme flagrant quant à l'avenir de l'Afrique. Au niveau scientifique, bien que plus de 70% des inventions mondiales relèvent du génie des Noirs, tout se passe comme si ces derniers n'avaient jamais rien apporté à l'humanité. Que ce soit dans l'Antiquité, dans la période de l'Afrique impériale ou pendant la période de l'esclavage, celle de la colonisation ou même de la période postcoloniale, les inventions noires ont toujours été constantes. Les Africains sont des génies nés, en dépit de ce que laisse transparaître le discours eurocentriste. De Imhotep à Bertin Naoum et Maxwell Chikumbutsu, en passant par Emionou, Pesséchet, Ahmed Baba, Tierno Boka, Waka Mixoko, Cheikh Anta Diop, Abdou Moumouni, Thomas Mensa, Cheikh Modibo Diarra, etc., etc. Le génie noir a toujours illuminé les siècles. La perception globalement négative du noir, née d'une déséducation profonde, devrait, à travers une rééducation, rétablir son estime de soi et sa confiance en soi. Ainsi, appréhende-t-on sommairement les facteurs qui permettent de déterminer l'identité culturelle selon Cheikh Anta Diop. À travers ces trois facteurs que nous venons d'expliciter, qui permettent un balayage civilisationnel, on se rend compte que l'Afrique a une forte identité culturelle à défendre parce que pétrie de valeurs positives et de contributions déterminantes à la science moderne. Malheureusement, cela ne transparaît pas au quotidien et les médias, dans le cas d'espèce, ont un grand rôle à jouer. C'est la raison pour laquelle, dans ce deuxième volet, je m'emploierai à montrer comment les médias peuvent agir en tant qu'adjuvants pour la promotion de l'identité culturelle et non contribuer à entretenir l'autophobie ou l'autoflagellation. Deuxième grand axe de cette communication, donc, le pouvoir des médias. Jacques Hainaut, dans son ouvrage « Les enfants face aux écrans, pornographie, la vraie violence », nous rapporte une histoire sidérante impliquant Nicolas Malebranche, philosophe et prêtre catholique, qui s'inquiétait déjà de l'influence des images sur l'esprit et le corps des hommes. Ce dernier aurait fait le constat qu'une jeune femme qui avait longtemps observé un tableau représentant un chevalier mit au monde un bébé ressemblant à ce portrait. Le récit de Malebranche, bien que dépourvu de preuves scientifiques, illustre tout simplement la puissance de l'image sur notre psychisme. L'image qui nous pénètre jusqu'au plus profond de notre être pour imprégner notre inconscient. L'image est une illustration du quotidien ou un hommage à des faits mémorables. L'homme préhistorique reproduisait ce que son œil découvrait. La palette de Narmer, qui est un artefact préhistorique d'environ moins 3200 ans, fixait déjà tout un récit. L'on peut constater qu'à l'époque, les Égyptiens anciens avaient l'habitude de graver sur des matériaux
des histoires que plus tard l'on pourrait raconter. Au demeurant, dans les grottes du Zimbabwe, on peut retrouver aussi les toutes premières gravures laissées par les Africains. Cela montre qu'aussi loin qu'on remonte dans l'histoire de l'humanité, l'image a toujours été présente. Les images extrapolées aux médias ont envahi l'univers et nous en subissons l'emprise avec ses conséquences sur nos mœurs, surtout sur notre vie intellectuelle. C'est évident, nous vivons dans un monde sous influence, comme le disait Geneviève Gennati. L'image et les médias sont si indispensables que même les systèmes éducatifs ne peuvent plus s'en passer. En Afrique en général et au Bénin en particulier, il est malheureusement constaté que de nombreux citoyens ont dans leur maison des médias qui vraisemblablement les désinforment plus qu'elles ne les informent, les déséduquent plus qu'elles ne les éduquent. Par exemple, le bouquet Canal+, qui compte des milliers d'abonnés au Bénin, comporte des médias qui parlent trop souvent de l'Afrique en des termes négatifs, dépréciatifs. Et comme dans le récit de Malebranche, ces images négatives de l'Afrique nous atteignent profondément et entretiennent la mauvaise perception que nous avons de nous-mêmes. Certains désignent par médias mensonges ces médias occidentaux qui entretiennent volontairement la falsification de l'histoire de l'humanité, mais surtout celle de l'Afrique, en persistant dans la diffusion d'informations erronées. C'est la raison pour laquelle les médias doivent faire l'objet d'une vision politique claire et assumer le rôle de vecteur culturel déterminant à partir du moment où ils influencent les mentalités qui déteignent sur l'identité culturelle. La majorité des médias qui se retrouvent dans les maisons africaines et occidentales et diffusent de fait des valeurs occidentales qui trop souvent sont en porte-à-faux avec les valeurs africaines. Cette influence négative se ressent même dans les médias africains qui développent consciemment ou inconsciemment des contenus dévalorisant les cultures africaines par la trop forte insistance sur les aspects négatifs de cette culture. Il est important de retenir que toutes les cultures, toutes les religions, toutes les civilisations ont leur face positive et leur face négative. Mais tandis que les autres développent plus souvent les faces positives, les Africains, eux, ont une tendance prononcée au développement des aspects négatifs, en laissant ainsi supplanter les valeurs des autres civilisations. Les Américains ont remporté très peu de guerres dans la réalité historique, mais dans leurs films, ils les ont toutes remportées. Il est absolument nécessaire de faire des médias un instrument qui fasse objet d'une vision politique et éducative construite. Dans cette logique, la radio, les journaux, le cinéma, la télévision et même les réseaux sociaux sont des vecteurs puissants de sauvegarde, mais aussi de transmission culturelle. Pour ce faire, la rééducation des enseignants et des différents acteurs de la sphère sociale, surtout du monde médiatique, est indispensable. Il est opportun d'inscrire les médias comme vecteurs et adjuvants de l'éducation culturelle dans les formations initiales et continues. L'action sine qua non qui sera particulièrement déterminante restera la sensibilisation et la mobilisation des acteurs politiques à cette rééducation, puisqu'ils ont, in fine, la décision. C'est à ce prix que nous ferons des médias un adjuvant pour la promotion de l'identité culturelle.
Permettez-moi, pour conclure, de reprendre pour vous 3 exemples pour une rééducation culturelle. Le premier exemple porte sur la nécessité pour les Africains de comprendre qu'un bouquet de chaînes comme Canal+, déséduque et désinforme. En effet, dans ce bouquet, la majorité des dessins animés aujourd'hui proposés aux enfants sont inondés de valeurs occidentales, dont l'homosexualité. Si les Africains veulent avoir des enfants éduqués à l'image de leur civilisation, ils doivent choisir des médias susceptibles de distraire, certes, mais de les instruire positivement, conformément à leurs valeurs. Deuxième exemple, comment nous présentons-nous aux autres? Nous sommes en Afrique. Et pour l'expérience personnelle qu'il m'a été donné de faire, expérience en écho aux observations de la sociologue Ama Mazama, nous donnons toujours spontanément des prénoms chrétiens ou musulmans quand il s'agit de nous présenter. Il n'y a qu'en Afrique qu'on observe cela. Lorsque vous avez des gens qui préfèrent se présenter avec leur prénom africain, ils sont regardés comme des curiosités ou des personnes rustres. Alors que nous sommes en Afrique et on devrait s'appeler logiquement par des prénoms africains. Ce sont là les effets de la colonisation, de l'acculturation, voire de l'aliénation et du syndrome de Stockholm. Il est impératif de changer cette perception de soi et les médias y ont un rôle majeur. La dernière situation que je vous présente porte sur les émissions de détente proposées par les radios béninoises. Il est loisible de constater que certaines radios proposent aux auditeurs, souvent entre 11h et 12h ou entre 12h et 13h, des émissions ludiques de questions-réponses. Le constat fait est que de nombreuses questions posées lors de ces émissions portent sur des préoccupations extérieures au Bénin, voire à l'Afrique. Par exemple, il est souvent demandé aux auditeurs de répondre à des questions relatives à la France, à l'Europe, aux États-Unis, au monde entier. Très peu de questions sont relatives à l'Afrique et au Bénin. Même dans le jeu, il est indispensable de fidéliser les auteurs à leur identité culturelle. Les animateurs de ces émissions gagneraient donc à réviser leurs questions en vue de participer eux aussi à la rééducation nécessaire à la Renaissance africaine. Plus que jamais, les médias ont un rôle important dans la transmission des valeurs positives africaines. Mais pour cela, il faudrait que ces médias eux-mêmes appréhendent la nécessité et la pertinence de sauvegarder l'identité culturelle et qu'ils puissent travailler à la reconquérir et à la promouvoir. Il est vital d'avoir en esprit cette alerte de Cheikh Anta Diop et de travailler à posséder entièrement notre histoire et notre spiritualité. Cheikh Anta Diop nous rappelait donc que quiconque tient l'histoire d'un peuple tient son âme, mais quiconque tient sa spiritualité le contraint à vivre sous le joug d'une servitude éternelle. Je vous remercie.